Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 2 août 2026. Tout de suite, les principaux titres. Plus de 10 hommes ont été tués par leurs épouses et 6 autres grièvement blessés à travers le pays depuis le mois de mai de cette année. Des cas répertoriés par l'association Abagabo Mugahinda. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis les risques de connaître un recul dans la lutte contre le VIH-Sida à l'échelle mondiale s'accentuent davantage suite à la baisse des financements consacrés à cette lutte. Une situation qui, selon l'association ANSS, a déjà entraîné une perte de 49% des ressources qu'elle utilisait pour assurer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH au Burundi. Et en actualité sportive, nous allons vous parler des résultats des matchs des playoffs, une compétition dont la finale oppose les équipes Dynamo et Durunani. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh, bonsoir, démarrons ce journal par la page sécurité. La rédaction de la RPA a répertorié 13 cas de personnes tuées au niveau de 4 provinces du pays au cours du mois de juillet qui vient de s'achever. Parmi les victimes figurent 3 femmes et un enfant. Emmanuel Ndaïchimier nous en dit plus. La province de Gitega est celle qui a enregistré le plus grand nombre de victimes avec 5 personnes tuées, suivie de la province de Bujumbura où 4 personnes ont été assassinées. Dans la province de Burunga, 3 personnes ont été tuées tandis que la province de Buhumuza a déploré une personne tuée. Au total, la RPA a pu identifier 13 personnes tuées dans 4 provinces du pays au cours du mois de juillet qui vient de s'achever. Parmi les victimes, 7 personnes ont été poignardées dans les communes de Gitega, Chibitoke, Bubanza, Musongati et Gishubi. On peut notamment citer le cas de Sylvestre Sionvo, un homme de 75 ans, sauvagement assassiné dans la commune de Chibitoke où il était accusé de sorcellerie. Par ailleurs, 6 personnes ont été retrouvées mortes dans les communes de Gitega, Nyanza, Chibitoke, Gishubi, Makamba et Muyinga. C'est notamment le cas de Buzoya, un jeune homme dont le corps a été découvert dans la commune de Gishubi. Selon les informations recueillies, il s'apprêtait à se marier. Parmi les personnes tuées au cours du mois de juillet figurent également 3 femmes, toutes assassinées par leur mari. Il s'agit de Violette Habonimana de la commune de Musongati, de Selafine Miburu de la commune de Chibitoke et de Fides Ndaïchimier de la commune de Gishubi. Un enfant a également tué dans la commune de Muyinga durant cette même période. Les conflits familiaux et fonciers, les accusations de sorcellerie ainsi que les vols figurent parmi les principales causes de ces assassinats. Parmi les auteurs présumés identifiés de ces crimes figurent également des membres des Imbonerakure. Toujours en page de sécurité, 11 hommes ont été tués par leurs épouses et 6 autres grièvement blessés à travers le pays depuis le mois de mai de cette année. Selon un communiqué publié ce samedi par l'association Abagabo Mugahinda, ces drames sont dans la plupart des cas liés à l'alcoolisme. Le point avec Hervé Niyuhire. Dans un communiqué publié ce samedi 1er août 2026, l'association Abagabo Mugahinda indique que 11 hommes ont été tués par leurs épouses entre le mois de mai et aujourd'hui au cours de cette année 2026. Durant la même période, 6 autres hommes ont été grièvement blessés dans différentes provinces du pays. Dans son communiqué, l'association souligne également que, dans certains cas, des enfants participent avec leur mère au meurtre de leur père. Elle estime que cette situation est particulièrement préoccupante et demande l'adoption de mesures fermes pour mettre fin à ces actes criminels. Certaines femmes de la province de Butanyerera estiment que l'une des principales causes de ces drames est souvent l'ivresse. Toutefois,
Elles s'accordent toutes sur le fait que toute personne reconnue coupable de tels actes doit être sanctionnée conformément à la loi. De leur côté, les hommes, comme le précise le communiqué, demandent que la justice agisse avec impartialité afin de mettre un terme à toutes les formes de violence commises au sein des ménages, quelle que soit la victime. Boniface Ndouimana, président de l'association Abagabo Mugahinda, déplore que les personnes mises en cause bénéficient parfois d'une protection pour diverses raisons et que certaines affaires soient réglées à l'amiable au lieu d'être traitées conformément à la loi. Et 3 familles de réfugiés récemment rapatriés du camp de Nyarugusu en Tanzanie ont été expulsées il y a 10 jours du centre d'accueil des rapatriés situé dans la zone de Nyabitare, en commune Gisuru, dans la province de Buhumuza. Depuis leur expulsion, ces familles vivent dans des conditions très difficiles. Elles manquent de nourriture et passent leur nuit à la belle étoile, exposées au froid, faute d'un logement. Les détails avec Balthazar Miwuro. 3 familles de réfugiés burundais récemment rentrés du camp de Nyarugusu en Tanzanie lancent un appel au secours. Elles disent qu'elles risquent de mourir de faim et de souffrir du froid. Elles sont installées au centre d'accueil de rapatriés de Nyabitare dans la commune de Gisuru. Au fil des jours, la plupart des familles ont reçu l'aide qui leur était destinée avant de retourner dans leur commune d'origine. Mais 3 familles sont restées au centre. D'après notre source, ils ont constaté que le montant de l'aide inscrit sur le risque n'était pas collecté. Les responsables leur ont alors demandé que les maris et les enfants rentrent d'abord dans leur commune d'origine, tandis que les femmes devraient rester au centre pour attendre le versement de cette aide. Mais cette aide n'est jamais arrivée. 10 jours plus tard, ces familles ont été expulsées du centre. Elles ont seulement reçu des roues par famille pour commencer à cultiver. Aujourd'hui, les femmes passent leur nuit dehors, dans les herbes, derrière le centre d'accueil. Elles expliquent qu'elles ne savent pas où aller, car elles n'ont toujours pas reçu l'assistance promise par le HCR, notamment l'aide financière qui devait leur permettre de récompenser leur vie. Elles disent qu'elles n'ont plus rien à manger et qu'elles souffrent beaucoup du froid. Elles s'inquiètent également pour leurs maris et leurs enfants restés dans leur commune d'origine. Selon elles, ces dernières vivent elles aussi dans des conditions très difficiles car elles attendaient l'aide que les femmes devaient recevoir avant de les rejoindre. Ces femmes demandent au HCR d'intervenir rapidement afin qu'elles puissent recevoir cette assistance et retrouver ensuite leur famille. Elles lancent aussi un appel aux personnes de bonne volonté pour leur venir en aide, notamment à leur donnant de la nourriture. Elles disent qu'aujourd'hui, elles ne survivent que grâce à la compassion de quelques habitants. La RPA a tenté de joindre les responsables du HCR pour obtenir les réactions, mais sans succès. RPA. Poursuivons ce journal par la page santé. La lutte contre le VIH-Sida risque de connaître un recul à l'échelle mondiale. L'ONU-Sida alerte sur la baisse des financements consacrés à cette lutte, un contexte qui affecte également les efforts déployés au Burundi, où la prévention et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dépendent en grande partie de l'appui des partenaires internationaux. Eric Nyonzima nous en dit plus. Dans son rapport publié le lundi 27 juillet 2026, l'ONU-Sida alerte sur une baisse d'environ un cinquième des financements internationaux consacrés à la lutte contre le VIH-Sida. Ils sont désormais estimés à un peu plus de 7 milliards de dollars, leur niveau le plus bas depuis près de 20 ans. L'agence estime qu'environ 1,2 million personnes ont contracté le VIH au cours de l'année écoulée. Près de 9 millions de personnes vivant avec le virus ne bénéficient pas de traitement, tandis que 570 personnes sont mortes en 2025 de maladies liées au sida. L'ONU-Sida estime que cette baisse de financement menace les progrès réalisés et pourrait compromettre l'objectif de mettre fin au sida d'ici 2030. Au Burundi, cette situation suscite également des inquiétudes. Le pays dépend notamment de l'appui des partenaires internationaux pour plusieurs activités de prévention, de dépistage et de prise en charge. Selon le ministère burundais de la Santé publique, la proportion de tests positifs est passée de 9% au deuxième semestre 2024 à 18% au premier semestre 2025. Le ministère indique également
que les jeunes âgés de 15 à 25 ans représentent environ 35% de nouveaux cas. La baisse des financements pourrait ainsi fragiliser les activités de prévention et de sensibiliser, fait savoir l'ONU-SIDA. Et l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida, ANSS Santé Plus, fait savoir que la suspension de certains financements a entraîné une perte de 49% des ressources qu'elle utilisait pour assurer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH au Burundi. Dans un entretien accordé aux médias en ligne, Yaga, Jeanne Gapia, présidente de l'association ANSS Santé Plus, a déclaré que les jeunes constituent aujourd'hui la catégorie la plus touchée par les nouvelles infections au VIH au Burundi. Selon elle, cette situation s'explique en grande partie par la forte diminution des activités de sensibilisation à la prévention du VIH. On l'écoute. Nous accueillons les jeunes, mais aussi des personnes de tous les âges. Toutefois, parmi celles qui viennent se faire dépister, la majorité des nouveaux cas, ce sont des jeunes. Je pense que cela s'explique par le fait que beaucoup ont l'impression que le VIH-Sida n'est plus un problème. Ces dernières années, nous avions pourtant enregistré des progrès importants dans la lutte contre le sida. Malgré cela, nous continuons à perdre des vies. L'année dernière, 57 personnes sont décédées. En seulement 3 mois, nous avons déjà enregistré 22 décès. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions atteindre près de 80 décès d'ici la fin de l'année. Il n'y a presque plus de campagnes de sensibilisation destinées aux jeunes, même au sein des familles. On ne parle plus de VIH. Nous constatons donc que de nombreux jeunes arrivent dans les centres de santé à un stade déjà avancé de la maladie. Nous avons également recommencé à rechercher des médicaments comme le fluconazole que nous n'utilisions presque plus auparavant, mais qui sont désormais difficiles à trouver et coûtent très cher. Des jeunes voient qu'il n'y a plus d'affiches dans les rues, que presque personne ne parle du VIH. Une seule fois par an, lors de la journée mondiale de lutte contre le sida, le sujet revient dans l'actualité. Ils voient des personnes vivant avec le VIH en bonne santé et en concluent parfois à tort que le problème est résolu. Certaines personnes disent même qu'elles préfèrent vivre avec le VIH plutôt qu'avec un cancer ou le diabète. Je leur réponds qu'il est malheureusement possible de souffrir de plusieurs maladies à la fois. Je me demande parfois si elles connaissent encore les conséquences de l'infection. Les recherches montrent que le VIH affaiblit le système immunitaire. La meilleure protection reste la prévention, notamment l'utilisation correcte du préservatif. Quant aux personnes vivant avec le VIH, lorsque les suivent correctement leur traitement antirétroviral et obtiennent une charge virale indétectable et ne transmettent plus le virus. Jeanne Gapia précise également que les rapports sexuels non protégés demeurent le principal mode de transmission du VIH chez les jeunes. Elle appelle toutes les parties concernées à unir leurs efforts afin de renforcer les actions de prévention et de multiplier les séances de sensibilisation pour freiner la propagation du virus. On l'écoute encore une fois. Je pense qu'il est temps de nous rasseoir autour d'une même table. J'en ai déjà discuté avec le ministre de la Santé et je lui ai demandé de prendre l'initiative de réunir les jeunes ainsi que tous les acteurs engagés dans la lutte contre le VIH au Burundi. Ensemble, nous devons réfléchir à une nouvelle manière de sensibiliser la population. Les messages que nous utilisons il y a 30 ans ne sont plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Il faut développer une communication qui corresponde au contexte actuel tout en renforçant l'éducation et la prévention. Les jeunes qui contractent aujourd'hui le VIH sont majoritairement infectés par voie sexuelle. Dans les structures de santé, le partage des seringues n'est pratiquement plus observé et l'utilisation d'instruments tranchants à risque a considérablement diminué. Pourtant,
Beaucoup de jeunes découvrent leur séropositivité, mais tardent à se faire soigner. Ils arrivent souvent à l'hôpital lorsque la maladie est déjà avancée, après avoir eu des rapports sexuels pendant une longue période, ce qui augmente le risque de transmission à d'autres personnes. Un autre défi majeur est l'observance du traitement. Certaines personnes mises sous traitement retrouvent rapidement une bonne santé. Dès qu'elles se sentent mieux et paraissent en bonne santé, elles interrompent leur traitement. Cette interruption entraîne une reprise de la maladie et lorsque la charge virale redevient détectable dans le sang, elles peuvent à nouveau transmettre le VIH à leurs partenaires. Page gouvernance à présent, près de 12 000 retraités de la fonction publique. Tel est le nombre d'anciens fonctionnaires de l'État qui avaient déjà perçu leurs indemnités au 31 juillet 2026. Déclaration faite ce vendredi par le directeur général de l'Institut national chargé de la gestion des prestations des anciens fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une conférence de presse animée à cette fin. Jean-Anastase Hichurundi regrette néanmoins qu'il y a encore beaucoup de retraités qui n'ont toujours pas été régularisés à cause de leur dossier envoyé tardivement. Suivez-le. ONPR ntiyaronse umushahara wa nyuma w'ukwezi kugira ngo ironke umushahara w'ifatiro mu guharura pension. L'ONPR n'a pas reçu le dernier salaire du mois en fait de pouvoir calculer la pension de référence pour les 2216 retraités. Il s'agit de retraités qui ont été députés ou sénateurs mais qui n'ont jamais travaillé dans des secteurs de l'État qui cotisent à l'ONPR. Il a donc été difficile d'obtenir le salaire de référence pour calculer leur pension. Deuxièmement, il y a des retraités qui n'ont pas répondu à l'appel que nous leur avons lancé, ceux qui apportent des pièces justificatives comme des accréditifs pour que nous obtenions le salaire de référence. Nous attendons qu'ils nous les apportent pour que les pensions du mois d'août soient toutes calculées comme il se doit. Il y a ceux qui ont déjà apporté des pièces de paye, décision de régularisation de carrière, car c'est ce qui nous permet d'avoir le salaire de référence. Pour ceux qui n'ont pas pu les déposer dans le délai que nous avions donné, je vous rappelle que ce délai courait jusqu'à la fin du mois de juillet pour que nous puissions payer fin juillet. Mais ce n'est pas un problème. Même le 22, le 23, ils peuvent continuer à les apporter. Et même maintenant qu'ils les apportent, nous les recevons dans les grandes communes de toute province du pays. Qu'ils les déposent dans la plus proche d'eux et cela nous parviendra. Nukuvuga n'ubu aho bizozira zose tuzozakira imigwa mikuru y'amaprovinsi yose aretire du pays arashobora kwegera akabibahereza bice bidushikiye. Et dernière nouvelle de ce journal, après 4 matchs de play-off de basketball, les équipes de Dynamo et d'Urunani comptent chacune 2 victoires. Le vainqueur du 5e match va prendre une sérieuse option sur le titre. Désiré Atungimana pour plus de détails. Dans ce 4e match, les équipes de Runani et de Dynamo ont inscrit moins de points que lors des 3 précédents. Les 2 formations se sont partagées les cartons jusqu'à la fin de la rencontre. Le premier carton a été remporté par Runani par 14 points à 13. Dynamo a répliqué au deuxième carton 14-9, menant ainsi à la pause par 27 points à 23. Au retour des vestiaires, Runani s'est imposé 16 points à 15 dans le 3e carton, mais Dynamo a pris le dessus dans le dernier carton en inscrivant 19 points à 14 pour finalement s'imposer 61 points à 53. Côté Dynamo, le joueur le plus en vue a été Karabona Clément, auteur de 23 points. Du côté de Runani, Bougé Jaromis, habituellement le leader de l'équipe, a eu plus de difficultés. En 37 minutes de jeu, il n'a inscrit que 9 points. Cette victoire redonne un grand espoir à Dynamo, car si l'équipe avait perdu, le trophée aurait pu être attribué ce dimanche. Désormais, le 5e match prévu ce dimanche sera décisif. Celui qui l'emportera fera un pas déterminant vers le sacre. Chez les dames, les Hippos ont battu Dynamo 64 points à 40. Elles ont dominé les 2 premiers cartons 17 à 8 puis 17 à 11, menant 34 points à 19 à la pause. Dynamo a réagi au 3e carton, remportant 16 points à 9, mais les Hippos ont largement dominé le dernier carton sur un score de 21 points à 5. Au corps Belinda des Hippos s'est distingué avec 22 points en 36 minutes.
Là aussi, les deux équipes sont à égalité dans la série, 2 victoires partout. Et le 5e match des playoffs entre Dynamo et Urunani vient de s'achever. L'équipe Urunani vient de s'imposer sur le score de 69-62 et mène désormais la série par 3 victoires à 2. Nous y reviendrons en détail dans notre édition de ce lundi. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 2 août 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin René Chap. Je vous souhaite une excellente soirée.